La Russie, armer l'Ukraine avec des F-16S pourrait déclencher une guerre nucléaire. Le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et ancien président russe, Dmitry Medvedev, a mis en garde l'Occident contre le fait d'armer l'Ukraine avec des avions de chasse F-16, car cela pourrait entraîner une guerre nucléaire. Les alliés russes menacent depuis un certain temps déjà d'utiliser des armes nucléaires, alors que la guerre continue et semble de plus en plus être ingagnable pour l'Occident. Ce n'est pas la première fois que la Russie exprime des inquiétudes concernant les F-16 financés par l'Occident en Ukraine. Les États membres de l'OTAN entraînent actuellement des pilotes ukrainiens à piloter les F-16 en prévision du transfert prévu des avions. Kiev demande depuis des mois les avions de chasse occidentaux, affirmant qu'ils sont nécessaires pour lutter contre la supériorité aérienne russe. Une éruption accidentelle et involontaire d'un conflit nucléaire n'est pas quelque chose à écarter, c'est pourquoi toutes ces manœuvres autour de l'Ukraine sont dangereuses, a déclaré Medvedev lors d'une longue interview avec des journalistes russes, citée par TASS jeudi. Medvedev a cité l'avion de conception américaine comme un déclencheur possible, notant que Kiev les veut malgré l'absence d'infrastructures terrestres pour les exploiter. Alors si l'un de ces avions décolle d'un pays de l'OTAN pour une mission ukrainienne, qu'est-ce que ce serait? Une attaque contre la Russie. Je ne décrirai pas ce qui pourrait arriver ensuite, a-t-il déclaré. Un tel développement peut ne pas être même autorisé par la direction de l'OTAN et les États-Unis. La Russie affirme que les F-16 posent particulièrement problème car ils peuvent déployer des bombes nucléaires à gravité. L'horloge de l'apocalypse tourne et s'est beaucoup accélérée, a ajouté Medvedev. Pour être juste, l'horloge de l'apocalypse a toujours été proche de minuit. Depuis son lancement en 1947, le bulletin des scientifiques atomiques n'a jamais été plus éloigné de l'apocalypse que 17 minutes de minuit. En raison de son utilisation comme outil de peur, nous ne mettons pas beaucoup en jeu ce que lit l'horloge de l'apocalypse. Plutôt, prêtez attention à la rhétorique des classes dirigeantes. Cela est bien plus révélateur. La persécution scandaleuse de Julian Assange. Aujourd'hui marque le deuxième et dernier jour de ce qui pourrait bien être le dernier procès d'extradition de Julian Assange devant la Haute Cour britannique. Depuis près de 5 ans, le gouvernement américain travaille à faire extrader le fondateur de Wikileaks aux États-Unis pour répondre à des accusations de violation de l'Espionnage Act. Inspiré par la publication des Pentagon Papers par Daniel Ellsberg en 1971, Julian Assange fonde Wikileaks en 2006. La vision d'Assange était de développer un portail en ligne où les lanceurs d'alerte pourraient soumettre des preuves de méfaits gouvernementaux ou d'entreprises sans avoir besoin de s'identifier ou de risquer d'être exposés. Une fois soumises, des équipes de bénévoles et de journalistes analyseraient les documents pour en déterminer la légitimité. Et, si cela était jugé authentique, publier le matériel directement sur Internet pour que le public puisse voir par lui-même. Au cours de la dernière décennie et demie, Wikileaks a révélé un certain nombre de grands scandales. Beaucoup des plus gros scandales sont issus des Afghanistan et Irak War Log, ainsi que de la fuite des câbles diplomatiques, tous publiés en 2010. Les documents fuités ont révélé non seulement que le gouvernement américain avait commis de nombreux crimes de guerre en Irak et en Afghanistan au cours de la première décennie de la guerre contre le terrorisme, mais qu'il y avait eu des efforts officiels pour les dissimuler. Les Afghanistan et Irak War Log ont également révélé de nombreux détails sur l'utilisation de la torture par la Central Intelligence Agency, CIA. Et, comme le journaliste Kevin Gostola l'écrit dans son excellent livre sur le procès actuel d'Assange après que le président Barack Obama ait refusé de poursuivre quiconque impliqué ou de compenser les survivants du programme, les câbles diplomatiques ont révélé que des responsables américains avaient interféré dans les systèmes judiciaires de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne pour protéger les agents de la CIA, les officiers militaires américains et les responsables de l'administration Bush de poursuites liées au programme de torture. En 2016, des dizaines de milliers de hauts responsables démocrates et de cadres du Comité national démocrate ont été divulgués à Wikileaks. Les emails contenaient des révélations politiquement dommageables pour la campagne d'Hillary Clinton, comme des détails sur une série de discours privés que la candidate a donnés à des cadres de Wall Street, et même des preuves de corruption flagrantes, comme le fait que le Comité national démocrate partageait les questions à venir avec Clinton avant les débats primaires. Un an plus tard,
l'organisation a anéanti tout le crédit qu'elle aurait pu obtenir de la Maison-Blanche de Donald Trump lorsqu'elle a publié les documents dits Vault 7. Les fuites détaillaient les capacités de cyberguerre de la CIA, notamment la capacité de l'agence à surveiller et à contrôler à distance les voitures plus récentes, les téléviseurs intelligents, les ordinateurs personnels, les navigateurs web et la plupart des smartphones. Les fuites ont mis en colère le directeur de la CIA, Mike Pompeo. En réponse, il a tourné les armes de l'agence contre Assange, qui avait obtenu l'asile à l'ambassade équatorienne de Londres 5 ans plus tôt. La CIA a obtenu UC Global, la société espagnole en charge de la sécurité de l'ambassade, pour enregistrer secrètement Assange, y compris pendant qu'il rencontrait ses avocats, et pour envoyer les enregistrements à la CIA, un plan pour lequel le chef de l'entreprise serait plus tard accusé devant la cour espagnole. Et selon un stupéfiant rapport de Yahoo News de Zach Dorfman, Sean Naylor et Michael Isikoff, la CIA de Pompeo a ensuite planifié d'enlever le fondateur de Wikileaks en incitant les employés du C Global à laisser accidentellement la porte de l'ambassade ouverte. Et de plus, certains hauts responsables de la CIA et de l'administration Trump ont même discuté de la possibilité de tuer Assange, allant jusqu'à demander des croquis ou des options pour l'assassiner. Selon les dépositions des employés du C Global, le plan préféré était d'empoisonner le fondateur de Wikileaks. Il est évident qu'une approche différente a été choisie. En 2018, les États-Unis ont inculpé Assange pour complot en vue d'obtenir des documents classifiés dès 2010. Un an plus tard, l'Équateur a révoqué l'asile d'Assange, ce qui a conduit à son arrestation en avril 2019 par la police de Londres. Le mois suivant, les États-Unis ont demandé l'extradition et ajouté 17 chefs d'accusation d'espionnage contre Assange. Le processus d'extradition a traîné pendant près de 5 ans, en grande partie en raison des préoccupations concernant la sécurité d'Assange en détention aux États-Unis. Et selon les reportages de Dorfman, Naylor et Isikoff, c'est une préoccupation très raisonnable. Il y a tellement d'aspects absurdes et scandaleux de ce que le gouvernement américain a fait et projette de faire à Julian Assange. L'un des principaux est le fait que tout ce que les procureurs fédéraux veulent lui reprocher en vertu de l'Espionnage Act est composé d'éléments entièrement légaux et courants du journalisme. Le fait que les journalistes recherchent souvent, obtiennent et publient des documents classifiés est la raison pour laquelle le gouvernement américain a hésité à poursuivre le fondateur de Wikileaks. Si le journalisme d'Assange est un crime, c'est également le cas de nombreux journalistes du New York Times, de l'Associated Press et de tous les autres grands médias du pays. Bizarrement, le principal procureur américain dans l'affaire a tenté d'éviter ce fait gênant en suggérant qu'Assange n'a pas droit au droit de la Premier Amendement car il est australien. Mais rappelez-vous, il l'accuse de violation de l'Espionnage Act, une loi américaine. Autrement dit, les procureurs américains estiment qu'un journaliste étranger opérant en dehors des États-Unis doit se conformer à la loi américaine, mais qu'en même temps, le gouvernement américain n'est pas limité par ses propres lois parce que ce journaliste est un étranger opérant en dehors des États-Unis. Julian Assange n'est pas un espion. Il n'est pas non plus un terroriste ou un agent démocrate ou républicain. Il s'agit d'un journaliste qui a prévu le potentiel d'Internet pour autonomiser et protéger les lanceurs d'alerte. Le système de soumission anonyme que Assange et ses pairs ont envisagé est désormais la norme dans l'industrie de l'information. La raison pour laquelle Assange a été en diverses formes de détention pendant presque 12 ans n'est pas qu'il a commis de vrais crimes, mais parce qu'il a embarrassé l'establishment politique. Aujourd'hui, ce même establishment politique feint l'indignation devant le meurtre présumé du dissident russe Alexei Navalny, ainsi que la détention continue du journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich à Moscou, tout en manœuvrant pour jeter un journaliste occidental en isolement cellulaire pour le reste de sa vie pour avoir osé révéler des histoires vraiment incriminantes. Cela appartient à ceux d'entre nous qui se soucient vraiment de la vérité et qui s'opposent non seulement aux méfaits des régimes étrangers que nos gouvernements veulent renverser, mais, plus urgent encore, à l'autoritarisme déjà à l'œuvre dans nos propres pays, de demander à ceux qui dirigent les gouvernements du Royaume-Uni et des États-Unis de respecter les principes qu'ils n'ont jusqu'à présent que prétendu incarner. Et cela commence par abandonner les accusations contre Julian Assange. S'ils refusent de le faire, cela en dira plus sur eux que n'importe quel journaliste dissident. Forces aériennes et forces spatiales dévoilent une importante révision pour se préparer à la guerre avec la Chine.
L'US Air Force et l'US Space Force ont annoncé un plan de refonte majeur des structures de force pour se préparer à une future guerre avec la Chine en Asie-Pacifique. Le plan a été annoncé lundi par le secrétaire à l'Air Force, Frank Kendall, et d'autres responsables et comprend un total de 24 changements, dont 16 pour l'Air Force, 5 pour l'US Space Force et 3 pour l'ensemble du département de l'Air Force. Nous sommes à court de temps, a déclaré Kendall lors du symposium de la Warfare Association Air et Space Force, qui s'est tenu au Colorado. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ce n'est pas que j'aime avoir l'air d'un disque rayé. C'est parce que, depuis au moins 2 décennies, la Chine construit une armée qui est conçue, spécifiquement conçue, pour dissuader et vaincre les États-Unis si nous intervenons dans le Pacifique occidental. Selon Military.com, la majorité des changements sont des efforts de renommage et de rebranding vagues visant à se concentrer sur la soi-disant « grande compétition de puissance ». Mais certains changements sont significatifs, notamment le retour des officiers sous contrat, qui n'existent pas dans l'US Air Force depuis 65 ans. Le but des officiers sous contrat serait qu'ils se concentrent sur la guerre de l'information et de la technologie. Le chef d'état-major de l'US Air Force, le général David Alvin, a déclaré que l'idée de ramener le grade est d'avoir des aviateurs qui veulent coder pour leur pays et être des personnes attaquantes en réseau. Alvin a également déclaré que l'US Air Force se concentrerait davantage sur des exercices militaires à grande échelle au lieu des exercices à plus petite échelle qu'elle a privilégiés ces dernières décennies. À grande échelle signifie de multiples systèmes d'armes, de multiples capacités, réunis dans un environnement de combat simulé et montrant notre capacité à exécuter la mission qui nous sera demandée dans le conflit de haute intensité, a-t-il déclaré. Depuis qu'il a pris ses fonctions à la tête civile de l'US Air Force, Kendall a clairement fait savoir que sa priorité est la Chine. Après avoir prêté serment en 2021, Kendall a déclaré « Alors quelles sont mes intentions maintenant que j'ai ce travail ?» Lors d'un petit déjeuner au Capitole peu de temps après ma prestation de serment, j'ai été interrogé par le sénateur John Testé sur mes priorités. Ma réponse a été que j'en avais 3, Chine, Chine et Chine. Alors que les États-Unis se concentrent sur la guerre par procuration en Ukraine et soutiennent le massacre israélien des Palestiniens à Gaza, le Pentagone considère toujours la Chine comme la principale menace. Les responsables militaires américains se préparent à une confrontation directe future avec la Chine malgré le risque qu'elle dégénère en guerre nucléaire.